Merci Madame la Présidente, merci à vous pour ces présentations extrêmement éclairantes. J'avais prévu quelques questions auxquelles vous avez déjà en grande partie répondu. Une première partie sur la question effectivement des parents protecteurs et en particulier des mères protectrices. Vous le savez sans doute, en tant que député, on reçoit beaucoup de monde dans nos permanences. Et puis quand on est identifié comme appartenant à la délégation aux droits des enfants et quand on a fait un certain nombre d'interpellations sur les préconisations de la Ciivise, on est souvent interpellé sur ces questions-là. Ce qui est mon cas. Moi, j'aurais besoin vraiment d'éclairage sur ce qu'on peut faire. Alors, à la fois d'un point de vue légistique, vous avez en partie répondu, mais également en termes d'aide et d'accompagnement de ces femmes. Alors je parle de femmes parce que ce sont uniquement des femmes qui viennent me voir, en particulier avec un aspect moi qui me semble particulièrement délétère, c'est quand il y a une situation de blocage avec le tribunal ou avec le JAF, toutes les interventions qu'elles peuvent faire, souvent accompagnées de leurs avocats, passe en fait pour une aggravation du diagnostic de folie ou de syndrome d'aliénation parentale qui est porté sur ces personnes. Et donc, ma question est comment sortir de ce cercle vicieux qui est particulièrement, de mon point de vue, problématique. J'ai une deuxième question sur les experts. Très souvent, on me parle de la question des experts auprès des tribunaux, plus ou moins experts d'ailleurs, selon les situations. C'est une situation que j'ai déjà rencontrée dans ma vie personnelle sur les questions de viol également, c'est-à-dire qu'on a des experts qui sont mandatés pour venir expertiser les victimes et dont le comportement au cours de cette expertise est particulièrement problématique, voire contre-productif. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et puis ma dernière question, là c'est l'instituteur qui vous parle. Je fais partie de ces enseignants qui sont rentrés en classe à partir de janvier 2021, après les premières révélations sur le nombre de cas, en se demandant chaque jour qui était l'élève ou les élèves qui étaient victimes dans sa classe. Malgré les récents progrès, je pense en particulier au guide à destination des professionnels de la Ciivise, qui est pour moi une nette avancée, il y a toujours aujourd'hui une immense solitude des enseignants dans leur classe, à la fois pour repérer, mais aussi pour répondre ou pour mener ces séances de sensibilisation. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne sont pas formés ou pas suffisamment formés, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. On se retrouve souvent très seul. Moi, je viens d'un département rural où on est souvent seul ou deux dans une école. Quand on a fait un signalement et qu'un parent d'élève vient vous chercher à la sortie de l'école, c'est particulièrement compliqué. Et puis également parce que ça renvoie pour tous, pour toutes, à des histoires intimes. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une anecdote rapportée par une collègue enseignante qui, en 2021, justement, va parler en salle des maîtres avec ses deux collègues, femmes également, et puis il y a un blocage absolu, un refus absolu des deux autres collègues de parler de ces situations, et puis au cours de la discussion, ils se rendent compte que pour l'une, c'est la mère qui avait été victime, pour l'autre, c'est la fille qui était victime, et pour la troisième, c'est l'enseignante elle-même qui avait été victime. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire, de mon point de vue, sur l'accompagnement également psychologique, intime, personnel de ces professionnels qui doivent répondre à des problématiques qui les dépassent. Je vous remercie. J'ai une grosse inquiétude sur les moyens qui sont alloués à toute la chaîne de protection de l'enfance, du signalement, parce qu'on pourrait parler des crimes qui ne tiennent pas les délais des 3 mois, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le traitement en moins de 3 mois, il y a des inégalités territoriales énormes, mais il y a surtout ensuite après des problèmes de traitement de ces signalements et des protections en fait, parce qu'on a aussi un problème de saturation dans les dispositifs de protection de l'enfance, donc des enfants qui attendent, et ça c'est extrêmement grave, qui attendent malgré des fois des placements et des OPP, c'est le cas dans mon département. Et donc là, on a un problème de moyens pour avoir des places et des professionnels formés, mais il y a un autre problème. Par exemple, on parle d'éducation nationale, et là, je vais faire le lien avec les coupes budgétaires qui ont été annoncées, les moins 10 milliards, juste là, j'ai regardé précisément, sur l'éducation nationale, sur vie de l'élève, c'est moins de 261 millions, ce qui veut dire que c'est des suppressions de postes, concrètement, et ces postes-là, c'est les assistantes sociales, c'est les infirmières, les médecins, ceux qui sont au plus près des enfants. Donc à la fois, on a un discours, et sur lequel on se rejoint, évidemment, où on sait ce qu'il faut faire, on sait comment il
faut le faire. Mais le problème, c'est que là, on se retrouve coupé des moyens et de volonté politique du côté du gouvernement pour réellement se doter des moyens nécessaires pour à la fois recueillir, repérer et accompagner et surtout protéger. Et je voulais juste faire cette alerte parce qu'elle me semble importante et notre délégation, elle doit se situer du côté des besoins et donc des moyens pour y répondre. Et là, on est dans des choix gouvernementaux qui sont totalement opposés à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Monsieur Walter. Alors, Madame Maximi m'a volé une partie de ce que je voulais dire. C'est non, c'est super, tu l'as très bien dit. Donc, je partage cette question, effectivement, c'est très bien de faire des préconisations. Quels moyens mettons en face Juste, vous avez en grande partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais sur cette question de la formation, vous parlez de cette formation mise en place à Paris. Est-ce que c'est le cas dans d'autres académies? Et est-ce que c'est pas déjà un point qu'on pourrait creuser, à savoir qu'il y ait obligation pour les académies de mettre en place, parce que là je parle côté éducation nationale, mais bien sûr ça peut concerner un certain nombre d'autres services de prise en charge de l'enfance, une obligation, parce que je pense qu'on est dans une révolution copernicienne sur ces questions des violences faites aux enfants, et quand il y a une révolution copernicienne, il faut peut-être former les gens au nouveau monde dans lequel on entre. Et ce n'est pas le cas. Donc une formation partout, pour tous, pour toutes, qui serait imposée dans les académies pour remettre à jour les logiciels, parce que je pense qu'il y a un vrai problème de logiciels, encore une fois, individuel, personnel, systémique, institutionnel. Et justement, par rapport à ce problème de logiciel, je voulais avoir un dernier éclairage sur cette question du syndrome d'aliénation parentale qui me semble encore très souvent dans les témoignages que je reçois être invoqué à la fois par les experts, mais y compris par certains magistrats, par certains médecins. Où est-ce qu'on en est? Que peut-on en dire? Merci de vos éclairages.